parmi les termes, hein, parce qu'on fait un peu de vocabulaire, en fait, ce qui manque un petit peu dans la sphère traditionnelle, c'est d'acquérir ce vocabulaire pour être un peu partie prenante. Après le mint, il y a le fameux moment du drop. Le drop, c'est quand on révèle une collection, une série. Et en général, les créations peuvent partir très très vite, hein. Ça peut être en quelques minutes parfois, tout est parti, ou ça va être un système d'enchères en quelques jours avec des prix minimums. Ça peut d'ailleurs s'élever, comme le fameux cas de Beeple qui a fait connaître, hein, les NFT, où le prix de vente au départ n'avait rien à voir avec le prix d'achat final. Je crois que l'estimation de base, ou du moins la réserve, c'était genre 100 €, un truc comme ça. Parce qu'ils ne savaient pas du tout quoi mettre dessus, mais oui, là c'était assez inespéré. Ça a été un moment important, si ce n'est historique, pour tout ce mouvement-là. En tout cas, c'est vrai, c'est que tu as mentionné les enchères, mais il y a plein de modalités de vente qui sont parfois d'ailleurs pas tellement régulées, qui existent en NFT. On a les Dutch auctions, c'est-à-dire les options, les enchères inversées, où on commence d'un prix haut et on descend au fur et à mesure. C'est la première personne à lever la main qui est à l'œuvre. Il y a les enchères dites silencieuses ou invisibles, où là, vous mettez un prix d'enchère sans savoir ce que les autres enchérissent, et du coup, c'est à qui aura l'enchère la plus grande, sans savoir. Peut-être tu peux avoir misé 100 000 € et le deuxième 50 000 €, et en fait, tu auras payé peut-être un peu cher ça, mais il y a plein de méthodes de vente. Tout ça dans les salles de vente, Christie, Sotheby's, ça n'existe pas, hein. C'est parce que c'est des pratiques commerciales non régularisées. C'est souvent des pratiques commerciales qui sont d'ailleurs, de manière assez humoristique, liées au domaine des casinos. Et qui sont réservés au domaine des casinos, en tout cas aux États-Unis. Après, en fonction des autres pays, ce n'est pas forcément le cas. Mais les Dutch Auctions, Sotheby's a commencé à l'implémenter notamment au niveau de ses marketplaces en ligne directement, pas en maison de vente puisqu'ils ne pourraient pas le faire, mais il s'adapte en tout cas aux méthodes de vente qui jouent peut-être parfois d'une forme d'adrénaline et d'excitation et de nouveauté. Et après, tu as aussi plein de systèmes où c'est pas acheter en deux, le troisième est offert, mais quasiment ça, quoi, où il faut avoir plusieurs prérequis pour pouvoir participer à un drop. Ce qui est drôle, c'est que le jargon, souvent on dit, voilà, c'est un milieu qui est très ouvert, n'importe qui peut venir, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jargon, donc ça peut être assez intimidant pour quiconque ne connaîtrait pas ce jargon. Il y a des méthodes de vente qui sont un peu compliquées parfois, qui perdent, je pense, les gens traditionnels, mais ce qui est drôle, c'est que le jargon crypto et Web3 est de plus en plus abandonné au profit d'un jargon du monde de l'art, en fait, traditionnel. Et les drops, en ce moment, je vois beaucoup de personnes appeler ça des solo shows, en fait. Ce qui est drôle, puisqu'il n'y a pas vraiment d'exposition physique, etc. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'utilisation du terme. Le drop, ça peut être aussi un collectif show. Oui, mais je veux dire, ils utilisent, par exemple, pour un drop d'un seul artiste, ils vont dire le solo show, alors que c'est une page en ligne, etc. Donc c'est un solo show numérique d'une certaine manière. Mais je vois de plus en plus en tout cas d'artistes et de projets un peu curatés adopter du jargon du monde de l'art pour essayer peut-être de se légitimiser aux yeux du monde traditionnel, ou juste se donner une image peut-être un peu plus haut de gamme au reste du monde du Web3. En tout cas, le Web3 a au moins le mérite, hein, si ce n'est d'autre, d'avoir littéralement éradiqué la question de la confidentialité. Moi, je me souviens, on n'a pas tout à fait de la même génération, quand j'arrivais à la FIAC, pas la FNAC, mais c'était pareil, à la FIAC, dans mes premières FIAC venant de mon école d'art, je demandais un prix, on me regardait d'un air de dire « vous êtes qui » quoi. Aujourd'hui, on m'en donne un peu plus. Mais parfois, arrivé à un certain niveau, l'autre fois, j'ai demandé le prix d'un Giacometti dans une galerie, on m'a dit qu'il n'était pas à vendre. Je suis sûr qu'il était à vendre. Je ne dirais pas le nom de la galerie. Mais là, comme tu dis, il y a traçabilité. Et puis, on peut voir, quand il y a eu des ventes achats, ventes achats, ventes achats, exactement à quel prix le premier, le deuxième, le troisième. Donc ça, c'est quelque chose qui a été littéralement éradiqué et qui était un point fort du marché de l'art, c'est-à-dire ce côté un peu secret il faut vraiment être initié pour savoir à qui ça a été vendu et combien, etc. Ça, je trouve que c'est un phénomène intéressant. Donc, en effet, il y a une forme de transparence avec Astérix, où il y a quand même une forme d'anonymité, etc. Et peut-être ce qui a changé, en tout cas, c'est que là où les collectionneurs traditionnels essayent d'acquérir une forme de, j'ai envie de dire, capital culturel et social à travers l'achat d'art, pour, voilà, quand tu invites des gens à des dîners mondains, le fait d'avoir une très belle œuvre, etc., ça peut bénéficier à ton avantage. Là, j'ai envie de dire, il y a un changement générationnel où aujourd'hui, le capital social et le capital culturel, il se met en avant et sur les réseaux sociaux et publiquement. Et donc aujourd'hui, il ne s'agit plus finalement de qui est-ce que tu connais pour avoir du capital social, mais avoir une large audience, c'est aussi une forme de capital social qui est reconnue par la société. Et du coup, je pense que voilà, c'est ce qui justifie que même s'ils sont sous pseudonyme, pardon, les collectionneurs Web3, et bah, dès qu'ils achètent quelque chose, ils en parlent, ils le mettent en avant, ils essaient de créer une sorte d'image de marque, ils essaient de créer un univers autour de leur personne, etc. Même si c'est une personne anonyme ou pseudonyme.
Et donc, voilà, on reste quand même dans des schémas où on fait attention à la confidentialité et une notion de confidentialité, mais il y a aussi la transparence qu'offre la blockchain, surtout sur les aspects, on va dire, monétaires et de marché, où là, tout ce qui se fait sur le premier marché est visible, même si on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans la réalité derrière, s'il y a ce qu'on appelle des deals OTC, donc over the counter, c'est-à-dire sous la table, ce qui existe aussi, où parfois, en fait, la transaction qu'on voit sur la blockchain, c'est pas le montant là, il y a une autre transaction à côté où il y a le vrai montant qui se cache. Voilà, il faut faire attention, il faut regarder ça avec critique, mais c'est sûr que la visibilité sur le premier marché, c'est un changement de paradigme par rapport au marché traditionnel et qui offre sûrement des potentialités en termes de projection d'avenir, en termes de sécurité client. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent avoir accès au prix dans les galeries et qui trouvent ça positif d'avoir des prix affichés. C'est rare dans le monde traditionnel, et alors que dans le Web3, c'est la base, on ne peut pas faire sans. Alors, tout ça est très communautaire, hein, avec en général la langue anglaise. Un vocabulaire, on a donné un glossaire là, et on va poursuivre. Avec littéralement un qualificatif pour les gens qui sont là depuis le début, qu'on appelle les original gangsters, et quelque chose qui a été très important et qui l'est toujours et qui a généré beaucoup d'échanges et donc de business, peut-être plus, c'est toi qui vas nous dire, que les NFT, c'est les fameux PFP, avec ce qui est à l'origine quasiment du protocole que tu évoquais tout à l'heure de NFT, qui sont les CryptoPunks, suivis des Bored Apes, et depuis l'émergence de ces Profile for Picture, eh bien, il y en a eu des nouveaux. Tu évoquais tout à l'heure les Originals, c'est surtout des profils que les gens arborent en général avec grande fierté, parce que parfois ils les ont eu même gratuits et ça coûte 200 000 $. C'est intéressant ce phénomène de PFP et même CryptoPunk finalement, qui ne sont que des collectibles, hein, des visages, il y en a 10 000, bah, finalement il y en a un qui est rentré à Pompidou il n'y a pas longtemps. Donc on est là sur un espèce d'entre-deux qui est entre illustration, art, avatar, art contemporain, parce que finalement les CryptoPunks, il y a un côté très pixel art, il y a un côté très pop art, on ne sait plus bien où on est. C'est vrai que c'est pas évident de savoir qu'est-ce qui est de l'ordre de l'œuvre d'art avec un grand A et ce qui est de l'ordre de l'objet de collection. On pourrait dire que les CryptoPunks sont des portraits, et donc par définition des œuvres d'art avec un grand A. Ça reste des choses qui utilisent des procédés techniques qui sont quand même complexes, d'art génératif, et l'art génératif c'est une forme d'art tout à fait à part entière. Mais c'est vrai qu'en fait là ça joue de l'idée de s'approprier un objet numérique pour en faire son identité digitale. Et donc il y a beaucoup de gens qui développent parfois même des marques autour de leur CryptoPunk, toute une identité commerciale autour de profile picture et de projets collectibles. Ils ont généralement tous un peu copié CryptoPunk dans la démarche, dans l'approche notamment des très longs, très larges supply, donc souvent de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers. Ce qui permet, en fait, on voulait parler du floor price tout à l'heure, mais ce qui permet notamment d'offrir une forme de liquidité sur ces collections-là, qui fait que, en fait, tous les jours, il y en a qui se vendent quasiment. Je crois qu'il y a eu récemment une journée sans une seule vente de Bored Ape, et ça avait fait parler puisque ça arrive finalement tous les jours. Ce qui fait qu'en fait, c'est très liquide, et donc ça permet une forme de market cap, une forme de supply suffisante en tout cas pour avoir des dynamiques de marché qui sont propres. Et ces collectibles-là sont arrivés été 2021, un petit peu avant, et ont très rapidement englobé quasiment 75%, 80% du marché, peut-être à leur pic, avec des projets qui sortaient tous les jours, qui étaient des dérivatifs de projets existants, des copies, des changements. Enfin voilà, après, il y a des choses qui sont en rapport avec la culture, mais c'est vrai que c'est. En tout cas, pour moi, je considère que c'est des formes d'objets de collection plus que d'œuvres d'art, puisque même les créateurs de CryptoPunks ne se définissent pas eux-mêmes comme des artistes, mais comme des technologistes. Et donc, c'est contestable de savoir est-ce que c'est vraiment des œuvres d'art si même les gens qui les créent ne les revendent pas comme telles. Après, c'est des projets qui ont été rachetés par des grosses marques, etc. Donc, il ne faut pas être naïf sur les enjeux commerciaux, en tout cas, et d'IP que représentent ces collections-là. Mais c'est vrai que ça a été peut-être un exutoire pour beaucoup de personnes dans la crypto qui n'avaient pas forcément la fibre de collectionneur d'art, ne se retrouvaient pas dans les éditions uniques, dans des productions figuratives ou abstraites, et voulaient quelque chose qui leur parle, qui est plus technique qu'artistique, qui touche à l'identité numérique, à l'anonymité, la pseudonymité, et qui est assez liquide, assez facilement flippable, transférable, etc. Ça offre
je pense que ça correspondait peut-être plus à l'éthos de ce qui sont les gens qui sont impliqués dans le marché Web3, NFT et crypto. Et donc ça a trouvé son public, mais on voit qu'il y a une polarisation peut-être en tout cas des publics. Il y a des gens qui achètent que des œuvres d'art NFT et pas de PFP, ceux qui sont vraiment focalisés collectibles PFP. Et donc il y a de plus en plus, j'ai envie de dire, une polarisation, une concentration sur certaines collections, sur certains types de profils de collectionneurs qui sont foncièrement très différents. Il y a l'accumulateur, l'investisseur et le collectionneur concrètement. Et ils ont tous des objectifs différents, des approches différentes. Et il y a évidemment ceux qui sont un peu au croisement du diagramme de Venn, hein, évidemment, mais il y a ces trois, j'ai envie, piliers et personas entre guillemets de collectionneurs et d'acheteurs qui sont intéressés par des choses différentes. Et après, il y a d'autres choses, il y a tous les NFT métaverse, les NFT jeux vidéo et bien d'autres. Mais le PFP, en tout cas, c'est incontournable dans le marché NFT puisque c'est ce qui représente plus de la moitié du volume, en tout cas. Ah ouais. Et c'est d'ailleurs un petit peu ce qui a fait démarrer le marché NFT. C'est un catalyse. Genre, Voilà, ce qui a démarré, c'est vraiment le crypto art et la vente de Beeple, etc., qui a démarré le boom, mais ça a été vraiment le catalyse de toute cette liquidité qui est arrivée, quoi.